Bonjour à tous et bienvenue à ce comité technique de l'Oise et du Val d'Oise. Un comité technique un petit peu particulier déjà, puisqu'il se passe en visioconférence, comme tous les autres comités techniques liés à la Covid 2019. Et également le dernier comité technique de Philippe Delefosse, notre délégué régional de l'ITB de la délégation Oise-Val d'Oise. Nous y reviendrons en fin de comité. En ce début d'année, permettez-moi également de vous présenter tous les vœux de l'ITB pour cette nouvelle saison betteravière, saison que je l'espère sera plus verte et qui se passera de meilleure façon. Donc, ce comité technique de l'Oise et du Val d'Oise, nous sommes actuellement plus de 80 connectés sur les gens qui doivent se connecter, qui se sont inscrits. Se passera en 4 exposés. Le premier exposé de Philippe Delefosse, justement, qui nous fera un bilan de la campagne 2020. Ensuite, nous aurons une session de questions. Le désherbage combiné sera exposé par Romain Vichard. Philippe reprendra la parole pour faire un point sur les points à ne pas négliger justement pour avoir une bonne culture de betterave en 2021. Une troisième série de questions se passera à ce moment-là. Et ensuite, Cédric Royer nous parlera de désherbage et d'informations réglementaires. Comme vous le voyez habituellement dans les comités techniques, vous posez vos questions par SMS et je m'efforce de les poser à votre place. Là, cette année, vous les poserez sur le chat, sur l'onglet questions qui est présent sur la droite de votre écran de PC. Et de la même façon, je m'efforcerai à les poser au bon interlocuteur au bon moment. D'ici là, je vous souhaite un bon comité technique. Et Philippe, je te donne la parole. Philippe, il faut que tu actives ton micro et que tu partages ton écran. Active ton micro. Oui, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, une journée particulière et une campagne tout aussi particulière. L'année 2020 est maintenant terminée. Elle a été placée sous le signe des virus et du stress. Et je rajouterai du stress hydrique. La campagne 2020 terminée, elle restera dans l'esprit de beaucoup et laissera des traces et de mauvais souvenirs. La moyenne départementale de la délégation est de 52 tonnes, soit 34 tonnes inférieures aux campagnes 2016-2019. Un ensemble de facteurs qui permet de nous interroger, de savoir quels sont les critères qui ont débuté vers ce mauvais résultat. Le premier des facteurs, c'est l'implantation de la culture qui a également joué sur les problèmes de structure. En année normale, et sur 30 ans à Beauvais, à la station météorologique, d'octobre à février, il tombe en moyenne 188 mm d'eau. Ce sont les 5 histogrammes qui se situent sur le graphique à gauche. Au cours de l'hiver 2019-2020, il est tombé 416 mm sur cette même période, soit plus du double. Conséquence de cela, les terres sont détrempées, fortement refermées, et à cela, il faut ajouter une absence de période de gel qui aurait pu améliorer, bien sûr, les structures. Donc, ces conséquences, comme je viens de dire, a un effet sur les structures, mais également sur le parasitisme et particulièrement sur la vie des pucerons. Mi-mars, heureusement, le temps change avec un retour d'un temps plus favorable aux travaux de printemps. Les préparations des sols sont malheureusement bien compliquées et cette difficulté augmente avec le taux d'argile. Le sol
est compacte et très humide, et sous les premiers 5 cm, la terre est détrempée. En plus, sous l'action combinée du vent orienté au nord-est, la terre se dessèche au fur et à mesure que la préparation se réalise. Les mottes qui ont été remontées suite à des reprises un peu trop profondes, qui sont des choses à éviter bien évidemment, ces mottes deviennent difficiles à émietter. Et il a fallu s'adapter à la situation en utilisant d'autres outils, des outils à disque et des outils animés. Malgré ces difficultés, les semis sont groupés et ils sont réalisés de la mi-mars à début avril. Les levées sont rapides, en tout cas pour les graines bien placées dans l'humidité. Quelques conseils sont des fois donnés de rouler les parcelles de betteraves, notamment en zone plus argileuse, plus pour recouvrir les graines qui se retrouvent en surface, comme sur la photo du milieu. On voit des graines qui n'ont pas été suffisamment recouvertes. Le fait de rouler permet de cacher un peu ces graines de betterave, de les protéger contre les attaques des mulots et éventuellement de favoriser les remontées capillaires. Mais ce n'est pas l'action du rouleau qui, bien sûr, permet de terrer les graines. On a pu constater, suite à ces problèmes de levée difficile, d'implantation difficile, jusqu'à 3 dates de levée selon les averses reçues par les parcelles, sur les parcelles de betterave. Début avril, les premiers désherbages doivent bien évidemment démarrer. Mais avec ce décalage de levée, certains hésitent et attendent une meilleure population de betteraves afin de démarrer le désherbage. C'est malheureusement une source d'échec car les plantes, une fois levées, poursuivent leur développement et les feuilles arrivent très vite. D'où les résultats décevants de l'année, mais Cédric Royer vous en parlera après. Mi-avril, très rapidement, les premiers pucerons verts ailés, Mysus persicé, potentiellement vecteur de la jaunisse de la betterave, sont observés sur la culture, comme on voit sur la feuille à gauche. Leur vol de Mysus persicé va se prolonger jusqu'à la mi-juin, une situation que nous n'avons jamais rencontrée en 40 ans de carrière. Les aptères verts que l'on voit sur la photo de droite s'installent très rapidement et le 20 avril, les premières betteraves sont à peine au stade de cotylédon à 2 feuilles. Le seuil d'intervention est rapidement atteint. Je rappelle le seuil d'intervention des pucerons verts, c'est 10% des plantes portant d'au moins un aptère vert. Comme c'est rapidement atteint, des avis de traitement doivent être déclenchés. Le premier avis est envoyé le 21 avril. Sur ce graphique, sur ces courbes, je vous présente le résultat d'un essai que nous avons mis en place cette année à Saint-Just-en-Chaussée. Sur la partie de gauche, ce sont donc les comptages réalisés sur 30 betteraves avec, sur des parcelles de 12 rangs de large, 10 mètres de long, qui devront recevoir des différents insecticides en végétation. En rouge, c'est l'évolution, c'est la parcelle témoin. En jaune, c'est la parcelle TPQ. En vert, c'est la parcelle où il devrait y avoir il y aura du Movento. Et en bleu, c'est un nouveau produit qui a été homologué en 2019, qui associe 2 matières actives, la pyréthrinoïde et des carbamates. Les comptages sont réalisés sur ces 30 betteraves
Et les comptages donnent de 3 à 6 aptères verts en moyenne par betterave. La population vont, avec l'écart que vous pouvez voir, résulte d'un écart de 78 aptères à 180 aptères pour les plus concernés dans cet essai-là. Le traitement est réalisé le lendemain, le matin, en bonnes conditions, une bonne hygrométrie, 110 litres d'eau. Et nous réalisons donc le traitement et un nouveau comptage est programmé et réalisé 7 jours après, le 28 avril, dans les mêmes parcelles, sur les mêmes zones. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a deux courbes qui se différencient. Une courbe rouge et bleue montante qui correspond à l'évolution rouge pour le témoin en tout cas, et deux courbes qui sont en régression, c'est les courbes vertes et les courbes jaunes qui correspondent aux parcelles ayant reçu du TPK à 140 grammes avec de l'huile à 1 litre ou du Movento à 0,45 tout seul. Donc, il y a une réduction du nombre de pucerons, donc c'est une bonne chose, mais malgré tout, avec cette réduction, on n'est jamais arrivé au seuil zéro, c'est-à-dire que l'on n'a pas détruit l'ensemble des populations de pucerons verts, bien évidemment. Donc, le seuil a souvent été rapproché, mais jamais dépassé. Donc, on a réduit le nombre de populations sans pour cela détruire complètement ces populations de pucerons. 8 jours après, on refait un nouveau comptage dans les mêmes parcelles et vous apercevez très bien que l'écart s'amplifie entre le témoin en rouge et les parcelles avec les produits conseillés qui donnent les meilleurs résultats. Malgré tout, au bout de 15 jours, eh bien, le nombre d'aptères verts augmente et il faut déclencher un deuxième avis de traitement. Donc, un deuxième avis de traitement est envoyé le 5 mai et on renouvelle les mêmes opérations. On fait des comptages au bout de 8 jours, au bout de 15 jours et les populations évoluent encore une fois. Donc, un troisième avis de traitement part le 20 mai. Heureusement, le 18 mai, se développent les auxiliaires qui prennent enfin le relais des insecticides foliaires. Comme vous le voyez sur la photo, on a en haut à gauche une adulte de coccinelle, au milieu des œufs de coccinelle qui sont comme des petits ballons de rugby posés sur les feuilles de betterave. À droite, des larves de coccinelle qui ressemblent un petit peu à des larves de crocodile, comme j'aime les appeler. En bas à gauche, vous avez une larve de chrysope. Au milieu, une larve de cirfe. Et à l'extrême droite, un des autres auxiliaires que l'on rencontre. Et ici, c'est un téléphore. Donc, ces auxiliaires nous aident bien à réduire les populations de pucerons. Malheureusement, les premiers foyers de jaunisse apparaissent le 2 juin. Et en même temps que ce foyer de jaunisse se développe le stress hydrique. Comme vous le voyez sur cet histogramme à droite, en bleu, c'est la moyenne des précipitations toujours sur les années normales des 30 dernières années à la météo de Beauvais. Et en rouge, ce sont les précipitations à Beauvais pour l'année 2020. Et vous le voyez très vite que dès le mois d'avril, le manque de pluie se fait sentir sur tout le long de l'année, s'amplifie jusqu'au mois de septembre. Alors, sur ce graphique, vous allez me dire que Philippe, il a oublié de préciser qu'en mois de décembre, eh bien, je n'ai pas rajouté la précipitation. La précipitation du mois de l'année 2020 est montée à 90 mm,
ce qui nous donne une pluviométrie annuelle de l'ordre de 430 mm à la station Beauvais en 2020, légèrement inférieure à la normale qui est de 673 mm comme vous pouvez le voir. En parallèle de ça, pour la jaunisse, nous avons mis en place des prélèvements de jaunisse. Les prélèvements sont réalisés dans 3 parcelles avec des itinéraires techniques différents à Saint-Jean-Chaussée, à Boré et à Petit-Seran. Donc, nous réalisons dans ces 3 parcelles des prélèvements fin juin, entre le 29 et le 30 juin, dans lequel nous faisons des prélèvements dans les betteraves touchées par les symptômes en jaune, des symptômes de jaunisse, et en vert, les betteraves sans symptômes de jaunisse. La différence sur le premier prélèvement et sur ces 3 parcelles est de presque 7 tonnes, donc soit 29% d'écart. Une deuxième série de prélèvements est réalisée le début août, le 5 et le 6 août, et vous voyez que ça s'amplifie puisqu'on arrive à 14 tonnes d'écart, soit 32% d'écart entre les ronds jaunes et les ronds verts. Nous réalisons un troisième prélèvement autour du 20 septembre, toujours sur les mêmes zones, et vous voyez que là, les écarts se stabilisent à peu près autour de 13 tonnes d'écart. Alors, pourquoi 13 tonnes? Parce que la parcelle située plus à l'ouest, vers Petit-Seran, toute cette bordure ouest a reçu, à partir du mois d'août, plus d'eau qu'à l'est, donc il y a entraînement de repousses foliaires, et ces repousses foliaires font qu'on ne voit moins les différences entre rond jaune et rond vert. Donc, il y a une certaine repousse. Et ce dernier prélèvement, au mois de septembre, nous sommes allés jusqu'à la richesse. Et là, vous voyez que les écarts moyens des richesses entre ces 3 parcelles et 2 prélèvements tournent autour de 3/4 de richesse en moins pour la jaunisse et un écart de 20 tonnes en général. Voilà ce que l'on peut voir. Donc, cette année, les produits conseillés vis-à-vis des pucerons ont donné de l'efficacité, mais il y a les pucerons et il y a la jaunisse. Et la jaunisse a perturbé, a pénalisé quand même beaucoup la culture de betterave cette année. Donc, ce sont 2 points à ne pas négliger. La partie efficacité puceron que l'on peut vérifier et la partie jaunisse qui était plus difficile à gérer. La jaunisse eh bien, a touché plus de 30% de la campagne au niveau de la surface betteravière. Alors, on entend parler que pour l'année 2021, suite à ces soucis d'efficacité vis-à-vis de la jaunisse, la possibilité de retourner par dérogation sur le NNI. Donc, les NNI, les 2 produits que l'on utilise et que vous connaissez, le thiaméthoxam et l'imidaclopride. Ces produits-là, je vous présente les résultats d'essais qui sont également parus sur le betteravier français. Il y a quelques années, on avait travaillé sur des réductions de doses de ces néonicotinoïdes. Bien nous en a pris, puisque bon, ça remonte à quelques années, 89-92. Donc, on a proposé des réductions de matière active. En bleu, nous avons la partie du traitement sans néonicotinoïdes. En vert, la dose d'AMM d'imidaclopride qui correspondait à 90 grammes par unité. Et en rouge, une réduction de la dose d'imidaclopride de 33%. Et on s'aperçoit sur des comptages réalisés dans nos essais que entre 50
et 40 et 50 jours, eh bien, vous voyez qu'en bleu, la partie témoin, on a à peine à 10% de pucerons verts présents sur ces betteraves-là. Or, sur les parties imidaclopride en rouge, vous voyez que le trait est un peu plus épais, mais largement en dessous des 10%. À 70 jours après, on renouvelle les traitements, on s'aperçoit que c'est normal que la partie témoin évolue. Par contre, toujours excessivement difficile de voir les différences entre la dose d'AMM d'imidaclopride ou la dose réduite d'imidaclopride. Par contre, à 90 jours, c'est à cette période-là, eh bien, on s'aperçoit que le produit, l'imidaclopride, commence à décrocher un petit peu, puisqu'on commence à toucher 40% des betteraves avec des pucerons verts. Donc, ça, c'était des résultats encourageants réalisés dans nos essais sur l'imidaclopride. Mais un deuxième produit, je l'ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est le thiamethoxam. Donc, il est arrivé un peu plus tard et nous avons également réalisé le même type d'opération où on a comparé en bleu l'imidaclopride à la dose d'AMM, en saumon, couleur saumon, le thiamethoxam à la dose d'AMM réduit de 25%, en gris, le thiamethoxam à la dose d'homologation, et en vert, la teflutrine, c'est le deuxième produit que l'on peut retrouver avec le cruiser, associé souvent au thiamethoxam. Après 47 jours, eh bien, on voit que le cruiser qui n'est pas systémique, effectivement, les pucerons verts se développent, puisqu'ils arrivent à toucher 15% des betteraves. Après 61  qu'il eh bien, évidemment, la teflutrine se développe et continue son développement. Par contre, on voit qu'il y a un peu de pucerons qui arrivent sur le thiamethoxam réduit de 25%. Et à 75 jours, eh bien là aussi, si la partie teflutrine évolue fortement, ce qui est tout à fait normal, la partie thiamethoxam à la dose d'AMM commence à décrocher. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces choses-là. Donc, vous le savez certainement, le Parlement et le Conseil d'État ont voté pour le retour de ces néonicotinoïdes en 2021. Encore faut-il s'armer de patience parce que les graines traitées, ceux qui seront traitées ne sont pas encore arrivées dans vos fermes. Ça risque d'être un petit peu plus long pour les obtenir dans votre cours. Voilà ce que je voulais vous apporter au niveau de ces premières interventions, au niveau donc de l'implantation de la culture et de la jaunisse. Maintenant, peut-être avez-vous quelques questions à formuler. Merci Philippe pour ce bilan de campagne très instructif. Tu as bien brossé toute la campagne, donc et c'est très complet. Peu de questions pour l'instant, mais une question, tu viens de lancer la brèche sur cette dérogation, la dérogation que nous attendons pour les jours prochains. Vincent Lodina, notre directeur, avez-vous quelques mots à nous apporter ou quelques évolutions de date, d'informations en termes de date sur cette dérogation? Oui, bonjour à tous, bonne année. J'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année, une bien meilleure année qu'on a connue, c'est effectivement en 2020, quel que soit le sujet dont on parle d'ailleurs, hein. Aussi bien nos viroses en betterave que nos viroses en humain. Avant de vous répondre à cette question, je voudrais dire juste un petit mot. Et j'avoue être assez ému parce que c'est le dernier comité technique de Philippe. Et donc Philippe est quand même une ressource extraordinaire de l'ITB. Il a fait toute sa carrière à l'ITB. J'ai retrouvé les dates. Vous avez même fait des stages. En fait, je peux dire que vous avez fait 99,99% de votre carrière à l'ITB. Vous avez un tout petit peu travaillé, Philippe, à l'ACTA, mais vous avez commencé dans notre institut à parler de pucerons. Ça a été déjà votre premier travaux. C'était donc en 1980.
Hein, et comme je dis, c'était au 80 ou 81, je ne sais plus, mais c'était donc avant même l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir. Donc les plus jeunes agriculteurs ne connaîtront même plus les dates de M. Mitterrand. Donc c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Et vous étiez présent en fait avant même l'arrivée des néonicotinoïdes, puisque les premiers néonicotinoïdes de mémoire, on les a, je crois, de 92. Hein, je crois que vous l'avez rappelé, 92, 93 au niveau de l'imidaclopride, et le thiaméthoxam est un petit peu arrivé plus tard. Donc merci. Philippe, je tenais à vous remercier donc devant toutes les personnes qui sont devant leur écran pour toute cette carrière au service de la betterave et plus largement au service de l'agriculture. Merci beaucoup. Et pour répondre donc à la question, oui, toute la filière betteravière s'est battue pour expliquer depuis des années l'intérêt des néonicotinoïdes en betterave, que ce sont les produits qui permettent effectivement de bien contrôler avec efficacité les infestations de pucerons qui sont eux-mêmes vecteurs de viroses. Et on l'a dit, hein, c'est plusieurs viroses qui impactent donc plusieurs maladies, mais qui partagent le même vecteur. Et donc, on a fini par être entendu. On a malheureusement peut-être été entendu plus facilement du fait de la situation de 2020, où on a redécouvert ces viroses de manière très générale et ces vols de pucerons un petit peu partout en France. Donc, on a été entendu. Effectivement, après un long protocole, le gouvernement a voté donc la possibilité de réutiliser spécifiquement en betterave les néonicotinoïdes, donc les deux produits historiques, thiaméthoxam et imidaclopride. Comme le disait Philippe, c'est un petit peu long. Le décret d'application est en consultation aujourd'hui. Donc, il est en consultation depuis 2-3 jours. Il y a 3 semaines de consultation pendant lesquelles on peut réagir. Ce décret prévoit effectivement une utilisation, comme l'a dit Philippe, des néonicotinoïdes à hauteur de 75% des doses historiques de ce qu'on pouvait utiliser et pour une densité de semis de 1,3 unités de semis à l'hectare. Donc, Philippe nous a rassuré, ces dosages conviendront, et moi aussi je vous rassure, ces dosages conviendront effectivement à contrôler les populations de pucerons et de virus. Cette dérogation s'accompagne toutefois de restrictions dans les itinéraires culturaux. La première restriction, c'est que nous ne pourrons utiliser des néonicotinoïdes qu'une fois tous les 3 ans sur la même parcelle. Donc la dérogation pourra aller jusqu'en 2023 inclus, 2023 inclus. Donc nous ne pourrons utiliser qu'une fois des néonicotinoïdes sur la même parcelle. On pense que ça ne pose pas de gros problèmes du fait des rotations culturales de toute façon, et que si vous souhaitiez remettre une betterave en année avant la 3e année, elle ne pourra pas bénéficier d'un enrobage. La deuxième contrainte plus importante dans mon analyse, c'est en fait dans les successions culturales. Donc ça, c'est pas encore abouti, on n'est pas aussi satisfait qu'on pourrait l'être, puisqu'il y a en année culturale, après une betterave, en fait un gradient d'autorisation de mise en culture. Et pour simplifier, en première année, donc en N+1, si en 2021 vous faites des betteraves, eh bien en 2022, il y aura une gamme de plantes qui pourront être cultivées. Il y a en ce moment des petits détails à clarifier avec le gouvernement sur les dates de semis qui sont peut-être pas tout à fait prises en compte, mais donc ce sont surtout des céréales, avoine, blé et des cultures non attractives comme le chou, les cultures fourragères non attractives, les cultures légumières non attractives, des oignons, de l'orge, du riz gras, du sel, etc. Tout ce qui peut être classé non attractif. À partir de la campagne 2023, donc la gamme des plantes qui pourront être semées après betterave, qui auront été semées 2 ans plus tôt, ça pourrait être effectivement le champ s'ajoutera, le maïs, le pavot, des pommes de terre. Et enfin, à partir de 2024, l'ensemble des plantes, on va dire, pourraient être semées en incluant le colza et toutes sortes de cultures mellifères. Donc, encore une fois, c'est un travail de consultation pour le moment. Et sachez que la filière est un peu déçue en fait de ces contraintes, notamment pour des plantes comme le colza ou la pomme de terre. On va voir comment on peut encore discuter avec le gouvernement pour mettre en avant effectivement leur réelle attractivité, puisque dans toutes les analyses qui ont été faites à ce stade, on travaille à périmètre constant, c'est-à-dire avec des AMM historiques à 90 grammes et 60 grammes qui n'ont pas encore pris en compte en fait les demandes qu'on a faites de diminuer les doses à 75%. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Elle n'est pas aussi bonne que nous l'espérons, mais c'est vraiment une première grande avancée pour le retour des néonicotinoïdes en betterave dès l'année 2021. Voilà. Merci. Merci Vincent. Peut-être un petit complément, les questions arrivent aussi sur les cipans. Comment sont concernés les cipans par rapport à cette dérogation? Alors, en fait, ils vont rentrer dans les mêmes catégories. Si le cipan ne présente pas de caractère attractif
pour les butineurs ou est enlevé ou est détruit avant, enfin qu'ils fleurissent, il n'y a pas de problème. Merci Vincent. Philippe, tu nous as parlé que les 75% de doses de Nenni vont couvrir quasi 70 jours, 60-70 jours de la levée des betteraves jusqu'à quasi la couverture. Donc, une protection quasi à 100%. Deux questions là-dessus. Est-ce que les auxiliaires seront présents aussi sur ces cultures traitées Nenni pour lutter contre les pucerons, les derniers pucerons qui arrivent? Oui, ben, les auxiliaires, ces produits-là n'interviennent pas sur les auxiliaires. Il y a toujours eu des auxiliaires. Ils ont toujours pris le relais pour réduire les fortes populations de pucerons verts ou de pucerons noirs éventuellement. Donc, les auxiliaires sont toujours présents, seront toujours présents. Le seul inconvénient, c'est que très souvent, ils se développent un peu tardivement une fois que les aptères sont bien en place. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude. Même avec ce retour des Nenni, les auxiliaires seront toujours présents. Une autre question toujours sur ces Nenni, donc c'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, mais le point, faut-il prévoir un traitement TPK pour compléter la protection de semences? Faut-il acheter dès aujourd'hui un passage de TPK pour nos betteraves? Alors, a priori, non, puisqu'on a bien vu, je vous ai montré, que les résultats montraient que jusqu'à 70 jours, on avait une efficacité même à 64% des AMM au niveau des néonicotinoïdes. Maintenant, on ne sait pas comment vont se développer les betteraves en 2021. On espère que tout va bien se passer, que le levée sera idéal, homogène, etc., etc. Et que l'on aura les produits que l'on attend, en tout cas. Maintenant, j'espère que par sécurité, peut-être que pour un dernier passage, mais c'est mon avis et ça n'engage que moi, ne serait-il pas prudent de se positionner sur un des produits qui est homologué, le seul produit qui est homologué, le TPK, au cas où la situation serait plus compliquée que prévu. En plus, c'est un produit homologué, donc si on ne l'utilise pas sur notre culture, on peut l'utiliser sur d'autres cultures en place. Donc, par sécurité, je prendrais l'option pour au moins une partie de la culture, de la parcelle betteravière de prévoir en morte-cédant ce produit-là. Merci Philippe. Comme tu le dis, à ce stade, nous avons que le TPK qui est homologué, autorisé pour traiter contre les pucerons comme aphysides en betterave. On parle bien de pucerons verts, puisque ce sont eux qui portent la jaunisse, les virus. Les pucerons noirs n'apportent pas la jaunisse. Et quand j'ai pas mal de questions sur le Movento, le Movento aujourd'hui, il n'est pas autorisé. Maintenant, on reste à voir si avec la filière, on dépose une demande de dérogation pour les semis 2021. À ce stade, la décision n'est pas prise. Tout dépendra un petit peu aussi de la dérogation et des cultures suivantes, ce qu'a expliqué Vincent Delinat, qui permettra ou pas de déposer cette dérogation, cette demande de dérogation pour le Movento. Je vais répondre à cette question-là, je ne vais pas la poser, mais l'ITB, bien sûr, fait des suivis de présence de Nenni dans les cultures suivantes. Elle en a fait cette année en 2020. Elles ont été données à l'ANSES pour rédiger sa saisine. Et on en refera certainement, on en refera en 21, en 22, en 23 des prélèvements pour suivre la présence de résidus ou pas dans les cultures suivantes. Une autre question qui revient fréquemment, Philippe, il me reste des graines sans Nenni de 2020. Qu'est-ce que j'en fais? Je les sème séparément, je les mélange, je les sème pas, je les détruis? Alors, je pense qu'il faut déjà faire une analyse de germination pour être sûr que tout se passe bien. Je ne les mélangerai pas avec les graines Nenni, je les séparerai bien du reste de la parcelle, j'identifierai bien la zone où elles sont semées, en tout cas placées, pour pouvoir faire un suivi de ces graines non traitées, non protégées Nenni. Donc, il y aura un décomptage, des suivis particuliers, peut-être des traitements particuliers dans cette zone-là. En tout cas, je déconseille de les mélanger avec les graines Nenni
hein, je préfère les mettre bien séparément, ou au milieu d'une culture, ou au milieu d'une parcelle, ou sur le bord d'un champ. En tout cas, bien identifier la zone où on pourra utiliser, et on ne jettera pas bien sûr les graines, on pourra ressemer les graines si elles germent bien. Donc, bien entendu, tu l'as dit, Philippe, surtout pas les mettre en bordure, ni en fourrière, ni en bordure. Comme ça, il y aura déjà ce rempart de bordure avec les graines et nennis. Et puis après, vous les mettrez au milieu de votre parcelle et comme ça, vous pourrez les surveiller plus facilement et les traiter le cas où s'il y a besoin. Une autre question qui se pose, est-ce que les semenciers auront le temps d'enrober les graines pour 2021? Écoutez, à ce stade, les graines sont déjà en cours de préparation, il y a déjà l'activation, il y a l'enrobage, et c'est qu'au dernier moment que les matières actives sont mises sur la graine. Donc, je ne vais pas répondre à leur place pour savoir s'ils ont déjà commencé ou s'ils vont attendre la dérogation pour commencer. Mais dans tout état de cause, on est en relation en permanence avec les semenciers. À cette heure, il n'y a pas de difficulté. Vous aurez bien des graines pour semer vos essais en 2021. Et puis, où faire un contrôle de qualité de semences, Philippe? Il y a la question qui est posée. Où peut-on faire un contrôle de qualité de semences? Il y a les semenciers qui proposent toujours cette possibilité-là, où il y a également le syndicat. Je pense qu'au CS2B propose l'opération d'analyser la germination, voir si ça ne pose pas de problème. En général, ça ne posera pas de problème, mais mieux vaut, je pense, analyser avant. Merci Philippe. Écoute, j'ai épuisé les questions sur ce premier domaine. On va laisser la parole tant que Romain s'installe pour le deuxième exposé. Et je vais pendant ce temps-là vous préciser que tout ce comité technique, comme les autres comités techniques qui ont été faits à l'ITB, sont disponibles sur le site internet de l'ITB. Alors pour ceux du Doise, il sera disponible que demain matin, mais tous les autres comités techniques que nous avons déjà fait en décembre ou en ce début de semaine sont disponibles sur le site internet en vidéo. Vous pouvez les podcaster, les relire, les écouter à plusieurs reprises. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Romain, je te laisse la parole. Merci Ghislain. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats menés sur le désherbage combiné. Donc, le désherbage combiné est une pratique permettant d'associer chimique et mécanique afin de réduire l'usage des herbicides sans compromettre l'efficacité ni augmenter le coût. Alors, pour obtenir un résultat efficace, il est important d'intervenir sur de jeunes adventices. Le stade idéal d'intervention est le stade point vert à cotylédon. Il est important aussi de prévoir le désherbage mécanique bien avant le semis, c'est-à-dire dès le labour et lors de la préparation de sol au printemps. Enfin, il est important de tenir compte des conditions météo. Il faut intervenir sur un sol ressuyé et idéalement avoir des conditions séchantes après l'intervention pour éviter le repiquage et favoriser la dessiccation des adventices. Donc, si on revient sur le printemps 2020, on voit que la quantité de pluie tombée est divisée par 2 par rapport à la moyenne 30 ans, ce qui offre un bon nombre de jours disponibles pour le désherbage mécanique. Pour ce qui est des températures ainsi que des durées d'ensoleillement, elles sont supérieures à la moyenne. On voit donc que l'année 2020 a été plutôt propice aux bons résultats des interventions mécaniques par rapport au désherbage classique où les conditions ont été, rappelez-vous, plus difficiles, notamment à cause du vent et du manque d'eau pour l'action des racinaires. Donc, nous avons mis en place cette année un essai portant sur le désherbage combiné, sur une exploitation concernée par des mesures agro-environnementales, MAE. Et donc, l'objectif était de réduire au maximum l'utilisation d'herbicides en utilisant le matériel à disposition sur l'exploitation, à savoir une bineuse équipée de moulinets, ainsi qu'une hersétrille de marque Trefleur. Et donc, on a mis en place 2 modalités. Donc, la première modalité uniquement en désherbage chimique avec 3 traitements et une seconde modalité avec un seul passage chimique. Puis, nous avons continué le désherbage par une succession de passages mécaniques. Donc, je vous ai parlé de hersétrille. Donc, revenons sur les différences entre plusieurs hersétrilles. On a l'hersétrille classique que vous pouvez voir en haut, donc, et la hersétrille Trefleur que l'on a en bas. Et elle se différencie par un réglage de l'agressivité, par une tension de ressort, contrairement à une herse classique, comme on a en haut, où l'angle de la dent donne l'agressivité. Alors, la hersétrille Trefleur, c'est un outil très polyvalent puisqu'elle est utilisable sur d'autres cultures
Et aujourd'hui, c'est la seule référence, c'est la seule herse que l'on recommande en betterave. Donc, nous voici dans l'essai que l'on a mené dans le cadre du désherbage combiné. Donc, nous sommes ici 8 jours après le premier désherbage chimique. Donc, nous avons effectué un passage précoce de l'air cétrille sur des betteraves ici à 2 feuilles. Et la première observation que l'on a faite, c'est vraiment l'importance d'avoir une préparation des sols nivelés avant le semis pour un travail homogène de l'outil, mais aussi avoir un sol suffisamment rappuyé pour éviter que la dent de l'outil, de l'air cétrille, ne soit trop foisonnante. Donc ce passage assez précoce est quand même difficile et délicat du fait de la sensibilité des betteraves à ce stade, et le compromis entre l'efficacité et la perte de pied est plutôt difficile à trouver à ce stade. Donc, nous voici 13 jours plus tard, on voit que nos betteraves ont bien changé. Donc, nous avons réalisé la seconde intervention qui a été déclenchée par la présence de nouvelles levées dans les témoins. Ici, nous étions sur un stade moyen de betterave à 4 feuilles, et ici, c'est vraiment le stade optimal pour le passage de cet outil. On a pu ainsi augmenter l'agressivité de la herse sans compromettre la sélectivité. Donc, pour finir, 8 jours après le dernier passage de herse cétrille, nous avons utilisé une bineuse équipée de moulinets. Et grâce à l'action des moulinets, on a vraiment pu apporter un gain d'efficacité supplémentaire sur le rang. Donc, maintenant, regardons la sélectivité de l'air cétrille à différents stades. Donc, pour rappel, la sélectivité, c'est-à-dire la perte de pied que va provoquer l'outil. Et on voit que la sélectivité de l'air Streffler est très correcte au stade de 4 feuilles des betteraves, comme vous pouvez voir sur l'histogramme sur la partie droite. Et pour un stade moyen de 2 feuilles naissantes à 2 feuilles vraies, la sélectivité est certes un peu moins bonne, mais elle reste tout à fait acceptable dans notre cas, car elle est de l'ordre de 3%. Maintenant, sur ce graphique, on peut voir l'efficacité des différentes modalités testées. À gauche, nous avons la modalité avec 3 traitements chimiques et à droite, la modalité en désherbage combiné. Donc, l'efficacité du désherbage combiné est satisfaisante car elle dépasse le seuil d'acceptabilité, ici de 7, où il y a la barre rouge. Et donc, l'objectif était vraiment de mettre à profit au maximum l'air cétrille. Donc, comme amélioration, il aurait été possible de remplacer le premier passage de herse par un passage chimique afin de probablement gagner encore quelques points d'efficacité supplémentaires en augmentant l'effet de décalage de végétation entre les betteraves et les adventices. Donc maintenant, nous sommes sur un autre essai que nous avons réalisé cette année. C'est un passage de bineuse qui a été substitué au 4e passage chimique. Et sur le graphique de droite, on peut voir que l'efficacité est quasi similaire entre ces deux méthodes. Et en plus, la suppression d'un passage chimique entraîne une réduction d'IFT comprise entre 20 et 25%. Alors, regardons maintenant l'aspect économique. Ici, nous retrouvons le coût à l'hectare des 2 itinéraires techniques. Donc, à gauche, en jaune, on retrouve la modalité intégrant la RC-TRI que je vous ai présentée avant. On voit qu'il y a peu de différence de coût entre la modalité tout chimique ainsi que celle incluant le mécanique. Et aussi, la RC-TRI procure un avantage supplémentaire en pouvant être utilisée sur d'autres cultures de votre exploitation. Sur la partie de droite, en vert, on retrouve la modalité incluant le passage de bineuse à la place du T4. Et là aussi, on remarque que les coûts sont sensiblement les mêmes. Donc, en conclusion, il est important de penser au désherbage mécanique bien avant le semis. Un labour plat permettra d'assurer une préparation nivelée au printemps. Durant la préparation, il est aussi important d'éviter les effets de butte entre passages en maîtrisant la profondeur de l'outil pour ne pas par la suite perturber la profondeur de travail de la bineuse ou de la RC-TRI. Autre point important, on constate une bonne sélectivité de la RC-TRI à 4 feuilles des betteraves. Et pour ce qui est de l'efficacité, on a vu que la modalité incluant le désherbage mécanique est proche de la modalité en tout chimique. Il est donc possible de remplacer votre dernier traitement par un passage de bineuse avec moulinet, ou si le matériel est à disposition et présent sur votre exploitation, de remplacer l'avant-dernier traitement, le T3 par exemple, par un passage de RC-TRI et ainsi réduire l'utilisation d'herbicides sur votre exploitation. Donc, avant de terminer cette présentation, nous organisons dans le Loiret
en 2021 la 7e édition de Désherbe à venir. Vous pourrez y retrouver les nouveautés en termes de désherbage mécanique. Voilà, j'ai terminé ma présentation, donc place aux questions, sinon je laisse ma place à Philippe. Merci Romain pour cette présentation. Oui, Désherbe à venir numéro 7 sera organisé au mois de mai, les 5 et 6 mai dans le Loiret. Alors nous espérons tous pouvoir vous accueillir d'une manière présentielle, mais à ce stade, on ne sait pas si on pourra le faire. Mais si ce n'est pas du présentiel, ça sera sous une autre forme. Vous verrez les machines travailler en dynamique, sous une autre forme, visio, film. On verra, on va tout mettre en place pour y arriver. Donc, il y a eu des questions qui sont arrivées pendant ton exposé sur les difficultés de biner l'année dernière, puisque les sols n'étaient pas rappuyés ou mal rappuyés avec un manque d'hivernage. Mais tu l'as dit qu'il fallait faire très attention dès la préparation de sol pour faciliter les binages. Mais on a une question qui tombe là sur les moulinets. Les moulinets, on a vu une photo, il faut les mettre en quinconce, il faut les mettre l'un en face de l'autre. Quelle est la meilleure façon de les utiliser, Romain? Alors, la première chose, ça va être d'essayer la parcelle pour constater le bon réglage. Donc, cette année, c'était plutôt compliqué du fait des doubles levées, donc on n'a pas pu faire travailler les moulinets partout. Donc, j'aurais tendance à dire, dans des situations comme ça, plutôt retirer les moulinets, du moins les escamoter pour éviter qu'ils ne travaillent. Sinon, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir, plus on va rapprocher les moulinets, plus on va augmenter l'agressivité sur le rang. Merci Romain, tu nous as parlé toujours du NERF avec une marque Treffleur, mais l'important, je crois qu'il faut signaler, maintenant il y a beaucoup d'autres marques qui font ce système-là, c'est ces RC-Tri avec un réglage de pression des ressorts qui est important, c'est pas la marque en tant que telle ou la couleur, il faut vraiment avoir une herse sur laquelle on peut régler la pression de ressort pour pouvoir s'adapter à plusieurs cultures ou même à plusieurs stades de culture en fonction du type de sol dans sa parcelle. Écoute, Romain, j'ai terminé avec les questions sur ton sujet qui était très complet. On va redonner la parole, je crois, à Philippe pour quelques points importants à ne pas négliger pour 2021. Je ne sais pas s'il y aura des questions à ce niveau-là, mais après, on passera la parole à Cédric pour faire le point sur le désherbage. À toi, Philippe. Bien, me revoilà. Je souhaitais donner quelques derniers conseils et aujourd'hui, vous êtes dans le choix des variétés pour l'année 2021 qui débute. Donc, quelques points importants. Je m'appuie sur les pages centrales du betteravier français que vous avez reçues, ou peut-être que si vous les avez perdues ou ne les retrouvez pas, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'ITB. Donc, vous pouvez télécharger ce fichier disponible, bien évidemment. Donc, pour rappeler simplement qu'il y a sur ces pages centrales quelques colonnes, quelques histogrammes. Les histogrammes verts, comment faut-il les lire? Plus ils sont longs, meilleure est la variété dans la catégorie que l'on a regardée, que l'on regarde. La première colonne que l'on peut voir ici, c'est la qualité de la levée. Donc, plus l'histogramme est long, plus rapide s'implante la betterave. Et le chiffre, plus le chiffre est petit, moins est, plus rapide est la couverture obtenue avec cette variété. Autre point également important que l'on peut revoir sur ce tableau-là, évidemment, certains vont me dire cette année, la colonne montée à graines ne figure pas. Comme vous l'avez certainement vu, il y a eu très peu de montée à graines cette année et on a préféré laisser la place à la clarté et également à s'appuyer surtout sur les sensibilités variétales aux maladies du feuillage. Sur les 3 colonnes présentées, cercosporiose, oïdium et rouille. Sur ces graphiques-là, comme tout à l'heure je le disais, plus c'est vers la droite et plus c'est vert, meilleure est la variété au niveau de la tolérance dans d'une des 3 maladies que l'on regarde. À l'inverse, quand c'est plus rouge vers la gauche, orienté l'histogramme vers la gauche, ce sont des variétés moins tolérantes, un peu plus sensibles aux maladies concernées. Vous avez bien sûr la colonne tartère, donc ça, ce sont les choses classiques que vous avez l'habitude de voir. Et sur la page centrale de gauche,
on a effectivement toujours les performances des variétés sur des variétés regroupées sur plusieurs années, sur 3 années d'expérimentation, 2018, 2019 et 2020, et également sur ces 2 colonnes-là, vous avez la stabilité de variété. Plus c'est difficile à voir, moins il y a d'écart. Ça veut dire que ce sont des variétés qui sont très stables sur plusieurs années ou sur l'année en cours. Et par contre, quand vous avez encore des histogrammes qui se différencient, soit c'est sur la droite et vert, c'est une évolution positive, soit c'est sur la gauche, et à ce moment-là, il y a un manque de stabilité de cette variété-là. Donc, à la veille de choisir vos variétés, je vous invite à consulter ces regroupements qui sont importants pour affiner vos choix variétaux. Mes derniers conseils pour 2021 au que je peux vous donner aujourd'hui, bien sûr, c'est choisir des variétés sur des regroupements 2018, 2019 et 2020. Respectez bien évidemment la diversité génétique, parce que là, tout à l'heure, on parlait de jaunisse. Les sélectionneurs, même s'il n'existe pas de variété spécifique à cette maladie-là, ils travaillent tous dessus. Donc, laissez-les travailler sur ce point-là. Donc, respectons la diversité génétique. La situation en cercosporiose, si vous êtes en situation dans vos parcelles où il y a beaucoup de cercosporiose, eh bien, je vous invite à regarder attentivement la performance des variétés tolérantes à cette maladie. Plus les variétés seront tolérantes, et moins on pourrait éventuellement utiliser de produits. Fongicides, je parle. Pour l'année 2021, vu le contexte de la dernière année 2020 qui vient de s'écouler, comment va se comporter l'azote dans le sol? Comment a été utilisé l'azote sur le précédent cultural? Donc, il est important, à mon avis, de réaliser un reliquat azoté pour voir pour 2021 quelle est la réalité de la réserve du reliquat azoté. Bien sûr, il y a eu un peu d'eau, on peut créer un peu de cibage, mais il n'y a pas eu excessivement d'eau comme l'année dernière. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire un reliquat, de regarder comment se situe l'azote dans vos parcelles futures. Alors, je reprends aussi une partie de mon exposé tout à l'heure, positionner les graines dans l'humidité. Évidemment, Romain vous l'a dit, il faut déjà préparer le sol le plus homogène possible, le plus plat possible, le plus finement possible, le plus rappuyé possible. Enfin, rappuyez là, bien sûr, pour appuyer les graines. Donc, positionner les graines dans l'humidité à 2,5 cm. Ça, c'est important, et dans la fraîcheur. Et lorsque l'on prépare la terre, évitez d'avoir un trop gros délai entre dernier passage et le passage du semoir. Et une dernière chose, un dernier point qu'on évoquait tout à l'heure, les néonicotinoïdes, les NNI, même à 75% de l'AMM, protègent et protégeront vos betteraves pendant 70 jours. Donc, vous serez tranquille contre les premiers pucerons, contre les pucerons jusqu'à la couverture du sol, mais également contre le parasitisme du sol, c'est-à-dire les atomères que l'on ne voit pas bien, les thrips et autres choses qui permettront de retrouver très certainement en 2021 des feuilles complètes, bien formées et pas trop dentelées comme on a pu les rencontrer en cours de la campagne qui vient de s'écouler. Voilà, c'est simplement les quelques points, quelques conseils que je souhaitais vous donner avant de vous abandonner. Non, tu ne nous abandonnes pas, Philippe. Il y a quand même une question avant de donner la main à Cédric. Tu nous as parlé d'azote, de reliquat azoté, mais une fois qu'on a notre dose conseillée, que penses-tu de fractionner les apports d'azote et d'en apporter une poignée, je dirais 30, 40 unités en végétation? Et si c'est OK, c'est à quel stade? Qu'en penses-tu? Alors, pour les fortes doses d'azote,
Alors, bien sûr, on peut localiser l'azote, c'est important. Pour les fortes doses d'azote, on peut très bien fractionner, apporter avant le semis sous forme liquide en général. Bon, on peut l'apporter en solide et on peut le fractionner en végétation si on est équipé de semoirs pour épandre des granulés à partir du stade de feuille de la betterave. Il est possible de fractionner l'azote, de l'apporter en végétation, mais après le stade de feuille. Donc, soit on l'apporte avant, soit effectivement, si on a des gros apports d'azote, on peut très bien le fractionner, mais à ce moment-là, une fois que les betteraves soient complètement levées. Et en espérant que l'humidité arrive pas trop loin derrière pour faire fondre ces petits grains blancs. Merci Philippe. Oui, voilà. Merci Philippe. Je redonnerai la parole en fin d'exposé, hein, c'est prévu comme ça, en fin de comité, pardon. Cédric, je te donne la parole. On est déjà à 1 heure de comité. Si on veut pas que les gens s'en aillent avant la fin, essaye d'être rapide, entre guillemets concis. Oui, si vous m'entendez, si vous voyez mon écran, bonjour à tous. Je vais vous présenter les stratégies de désherbage pour 2021. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une enquête réalisée chaque année dans chaque délégation régionale. Ici pour le département de l'Oise, donc effectuée en fin d'été, 360 parcelles ont été notées en 2020. Sur le diagramme de gauche, on constate les différentes parcelles avec les différentes notations. En vert, on considère que les notations satisfaisantes, vert foncé, vert clair. Il y en a 63% pour le département de l'Oise et la moyenne nationale en comparaison est à 77%. Donc on est pour le département de l'Oise un petit peu en dessous de la moyenne nationale. La question, c'est quels adventices ont posé problème, ont été rencontrés lors de cette notation. Sur le diagramme de droite, on observe 60%, donc plus d'une parcelle sur 2 avec des kénopodes. Et puis, traditionnellement, on retrouve aussi en deuxième position les chardons, les graminées, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, les ombellifères également, puis les mercuriales. Là, je rappelle que c'est des notations qui sont effectuées au bord de champ. On rentre pas dans le champ pour regarder toutes les adventices. Donc, il y a des adventices telles que renouée, liseron ou à triplex qui sont renouées des oiseaux, qui sont fortement présentes en 2020 et qui n'apparaissent pas forcément avec ce système de notation. Mais ce système permet de noter 6000 parcelles dans la France betteravière. Donc, c'est un nombre important et intéressant pour voir l'évolution d'année en année. Le désherbage des betteraves, donc le raisonnement, la première question est la connaissance d'historique de la parcelle. C'est avec cette connaissance que l'on va pouvoir décider d'une préémergence qui va concerner soit les graminées, soit pour les dicotylédones, les ombellifères. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis ensuite, l'observation régulière des parcelles qui va permettre d'adapter le programme et le choix des produits à la flore présente. Un petit point réglementaire, donc depuis le mois de juin 2020, il y a une interdiction du desmedifam. Les produits formulés à plusieurs voies, comme le bétanal booster, le bétanal novation, et puis d'autres à base de desmedifam sont désormais interdits pour le désherbage 2021. Quels sont les produits de contact qui vont donc être disponibles? Il reste donc les produits solo, comme traditionnellement, où il n'y a pas de changement, à base de fenmedifam, Fastnet, Betafam, complété par de l'étofumésate, comme le Tramat F. Ou un autre choix peut être le recours à des produits formulés, comme le Belvédère Duo, donc ce sont des produits nouveaux, même si la MM est un peu plus ancienne, Belvédère Duo ou Bétanal Tandem, qui ont la particularité d'avoir un équilibre pratiquement équivalent entre le fenmedifam et l'étofumésate, alors que traditionnellement, on conseille, il y a plus de grammage de matière active de fenmedifam que d'étofumésate, donc l'équilibre de ces nouveaux produits n'est pas forcément pile poil, on va dire, adapté
au désherbage des betteraves comme les produits traditionnels, même si on peut très bien désherber les betteraves avec ces produits. Donc la question principale reste l'efficacité de ces nouveaux produits formulés. Sur ce graphique, vous apercevez la notation globale sur 3 essais ITB en 2020. Diagramme de gauche, 4 passages de Belvédère duo pour le contact complété par du Goltix et du Vanzar. Au centre, 4 passages de Bétanal tandem complétés à chaque fois par du Goltix et du Vanzar. Et puis à droite, 4 passages de BTGV. Et puis la dose de Tramat a été surévaluée par rapport à l'équilibre des produits traditionnels à 0,23. On constate que sur ces essais, en tous les cas en 2020, malgré un contexte climatique, notamment au début de manque d'humidité, il n'y a pas d'apport d'efficacité de ces nouveaux produits de contact formulés par rapport aux produits solo BTGV classiques. En complément des produits de contact, il faudra choisir des produits racinaires. Donc, vous connaissez bien ce tableau avec pour chaque ligne les différentes matières actives et puis en chaque colonne les différentes adventices. Vous remarquerez sur le deuxième tableau qui concerne les produits avec plusieurs matières actives qu'il a fortement réduit puisque les produits formulés avec soit de desmédifam, soit la chloridazone, j'y reviendrai après, qui est désormais interdite, le nombre de produits formulés est en forte réduction. J'attire votre attention pour la matière active Lénacil. En 2021, il y aura plusieurs produits sur le marché. En tous les cas, il y a le Vanzar SC qui va arriver pour remplacer le Vanzar traditionnel. Et comme le Vanzar SC qui est le produit liquide, remplaçant la poudre mouillable Vanzar ou Varap, étant donné que la concentration est différente de 500 grammes par litre pour le nouveau produit liquide contre 800 grammes par kilo pour les produits poudre mouillable, pour apporter autant de matière active, lorsque il y avait 0,1 kg par hectare, il faudra apporter 0,7 litres par hectare. Ensuite, une fois que le choix des produits a été effectué, il faudra adapter les doses de chaque produit au stade des adventices. Donc ça, c'est un point important pour la réussite du désherbage. Et puis, comme l'a dit Romain auparavant, intégrer le binage autant que possible avec le désherbage chimique. Les ombellifères, les stratégies conseillées, donc la chloridazone est désormais interdite. Les produits qui permettaient d'effectuer le désherbage des ombellifères type Zeppelin et Rebelle sont maintenant interdits. Le Quinmérac que l'on retrouvait dans ces produits va maintenant être associé non plus à la chloridazone mais à la métamitrone. Et il faudra pour les très fortes infestations d'ombellifères choisir soit le Kesuro à 3,5 litres en pré-émergence ou le Kesuro à 1,6 litre en pré-émergence, complété par de l'Okito à 0,8 litres par hectare. L'Okito est un produit à base de Quinmérac DMTAP qui ne sera pas vendu seul, mais uniquement avec le Kesuro. L'objectif est bien d'avoir 250 grammes par hectare de Quinmérac qu'il faudra compléter, bien entendu, avec le Safari en post-émergence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous retrouvez pour l'Okito des contraintes réglementaires liées aux doses du produit, liées à son autorisation de mise sur le marché. Cette fois-ci, passons aux graminées, qui représentent 7,7% des parcelles problématiques au niveau désherbage en 2020. C'est peut-être pas un chiffre si élevé que ça, mais c'est une problématique montante et surtout les parcelles sont souvent confrontées à des problèmes de résistance de graminées et des solutions techniques qui sont limitées. Une des solutions est la diversification des modes d'action. Quand faut-il diversifier les modes d'action? Quand la pression des graminées est en hausse et l'efficacité en baisse. Pourquoi? Parce qu'on a souvent utilisé un seul mode d'action et l'utilisation répétée du même mode d'action au cours du temps sélectionne des plantes résistantes qui se reproduisent d'année en année. Je vais aller assez vite sur ce tableau qui représente les principaux modes d'action aux graminées. Donc là, vous avez en bleu les modes d'action FOP et DIM. Donc aujourd'hui, sur les raies graves vulpins, on choisira des DIM et en particulier la clétodyme. Mais c'est le même groupe d'action, le groupe HRAC-A. Il faudra aller chercher
dans le orange le K3, c'est-à-dire l'Isar et le Mercantor Gold, ou le rouge avec l'Avadex pour avoir d'autres modes d'action, car faire varier les modes d'action permet d'améliorer l'efficacité du désherbage. Les résistants à 2 modes d'action différents, les plantes résistantes à 2 modes d'action sont beaucoup plus rares, même si c'est possible. Les graminées, donc un ensemble à une moyenne de 2 essais ITB, Normandie et Seine-et-Marne en 2020. Vous observez sur la gauche qu'on avait du Centurion à 0,75 litres par hectare, plus 1 litre d'Actirobe. Un seul mode d'action, le groupe A. Qu'on se décale sur la droite, ici le deuxième, avec l'Isar, un autre mode d'action, on améliore l'efficacité. Et puis quand on translate, se dirige vers la droite, c'est-à-dire ici au centre, et puis la dernière bleue à droite, on a de l'adjuvantation renforcée avec 2 litres d'huile, puis ensuite de l'actimum à 1 litre. Donc la combinaison des différents modes d'action et de l'adjuvantation renforcée permet d'augmenter l'efficacité contre les graminées, même si on est sur des notes encore insuffisantes à 6, un peu plus de 6 sur 10. On peut penser qu'avec 1,5 litre par hectare complété par cette adjuvantation renforcée et le mode d'action, donc c'est les essais qu'on mettra en place l'année prochaine, on pourrait arriver à des notes intéressantes en termes d'efficacité. Pour terminer sur la lutte contre les graminées, donc le point que je n'ai pas parlé mais qu'il faut mettre en avant, c'est la lutte agronomique. Le but est bien de diminuer le stock semencier pour faciliter les opérations chimiques par la suite. Donc la rotation pour avoir une palette d'herbicides plus large dans le choix des différents modes d'action. Et puis le labour tous les 3-4 ans pour permettre d'enfuir les graines en profondeur et de les rendre non viables. Sur la lutte chimique, diversifier les modes d'action. Donc j'ai parlé avec de l'Isar ou du Mercantor en poste, mais le Mercantor ou l'Avadex peut être mis en pré avec également des bonnes efficacités. Et puis utiliser les produits antigraminés seuls et bien différemment de la lutte contre les dicotylédones. Voilà, je vous remercie de votre attention et place aux questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci Cédric et merci pour cette concision et cette rapidité dans ton exposé. Donc il n'y a pas vraiment de questions, mais il y a une remarque sur un graphique que tu as montré sur le bétanal tandem exactement. Tu as dit qu'il y avait 4 applications, mais c'est un essai et dans la réalité, je crois qu'on a le droit qu'à 3 applications, hein, c'est ça. Là, c'est un graphique qui comparait des essais, donc on avait fait 4 applications pour comparer tous les mêmes programmes. C'est bien ça. C'est ça, Cédric? Oui, il faut que je vérifie la partie réglementaire sur le bétanal tandem, mais c'est sûr que les nouveaux produits sont de plus en plus des contraintes à 3 applications, notamment c'est le cas en Allemagne, donc c'est des stratégies qui sont mises pour l'Europe. Et dans le cadre de nos essais, le protocole fait qu'on divise les produits en 4 pour voir les efficacités de chacune d'entre eux. Et une question toujours sur les graminées et l'Avadex et le Mercantor. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser Avadex plus Mercantor en pré? Alors, j'ai parlé ici de produits de post-émergence parce qu'on avait beaucoup parlé les autres années de pré-émergence. Donc, soit l'Avadex, soit le Mercantor en pré. Donc, à utiliser en cas de problématique, soit l'Avadex, soit le Mercantor. Si j'ai bien compris la question, est-ce qu'il faut utiliser les deux en même temps? Dans un premier temps, l'un ou l'autre permet d'améliorer l'efficacité. Si on est dans des conditions très difficiles, le fait de coupler Avadex, Mercantor Gold, plus toujours le produit foliaire pour détruire les relevés, permet d'obtenir également de très bonnes efficacités. C'est un petit peu à voir en fonction de la résistance dans chaque parcelle. Commencer par l'un ou l'autre, et puis après, si ça ne suffit pas, il faudra compléter par le troisième. Merci. Cédric, une question aussi sur le labour. Tu nous as dit que ça diminuait le stock semencier. Mais là, l'agriculteur, la personne me dit ça permet aussi de ressortir les semences. Alors, quel est le bénéfice? Oui, alors, ça va permettre de ressortir les semences, mais après un échec de désherbage lié aux graminées, effectuer un labour permet d'enfuir les graines en profondeur. On sait que les graminées lèvent toujours lèvent en surface, donc les enfuir en profondeur et ne pas labourer forcément tous les ans. On sait qu'au bout de 3-4 ans, les graines
en profondeur vont perdre leur viabilité. Et c'est un élément important pour éviter d'avoir trop de graminées à gérer dans la culture. Merci Cédric. Peut-être la dernière question. Pour toi, c'est les chardons. On n'en a pas parlé de chardons. Quelle stratégie t'employer pour lutter contre les chardons? Pour lutter contre les chardons, c'est un petit peu la même vision que pour les graminées. La première problématique est de les gérer dans la rotation. Ça sera peut-être pas plus facile, mais en tout cas plus efficace et moins coûteux que dans les cultures. Donc, il faudra les gérer en interculture, en déchaumant profondément, en répétant les opérations de déchaumage assez profonds sur 15 à 20 cm avec des outils à dents et limiter le nombre de rhizomes. Et puis après, dans chaque culture, s'efforcer de limiter leur expansion. Pour la betterave, ça sera l'utilisation de lontrelles juste avant qu'ils arrivent à boutons floraux avec des températures et des conditions poussantes sur des chardons assez développés. Un passage de lontrelles à pleine dose, je pense que c'est ce qui est recommandé, en particulier dans l'Oise. Merci Cédric. Et on nous parle de labour verdi. Bien entendu, le glyphosate, à l'heure qu'il est encore autorisé, conseillé pour détruire les graminées ou les autres, les labours verdis. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Eh bien, écoutez, je l'ai épuisé toutes les questions. On va pouvoir passer à la fin de ce comité. Remercier la centaine de participants à ce comité technique présent pour ton dernier comité technique, Philippe, comme on l'a dit. Avant de te donner la parole pour ces quelques mots que tu veux nous donner, vous signalez qu'à la fin du comité technique, quand vous allez vous déconnecter, vous allez avoir un petit questionnaire. Merci d'y répondre. Ça va durer 2 minutes grand maximum pour le répondre. Et grâce à ce questionnaire, ça nous permet de progresser et d'évoluer pour les années futures dans nos comités techniques et nos diverses réunions. Alors, comme tu le verras, Philippe, j'ai eu beaucoup de questions sur ce comité, mais j'ai aussi beaucoup de remerciements chaleureux pour ta part. Ils sont tous notés, je te les enverrai, mais les mots qui reviennent en permanence, c'est disponible, pédagogue, observateur, expertise technique, précision. Donc voilà, Philippe, sur ces mots, je te laisse la parole, je te laisse clôturer ce comité technique. Merci à tout le monde pour ces mots très gentils. Ça fait effectivement 40 ans que je suis à l'ITB depuis hier. Hier, j'ai passé mon cap de 40 ans. J'ai commencé, comme merci à monsieur Lodina également, effectivement, je suis rentré à l'ITB en 81 et avant ça, pendant 9 mois, j'avais travaillé sur les pucerons en formation avec l'INRA à Rennes, à Colmar, à Montpellier et également sous l'égide de l'ACTA puisque j'avais déterminé les tours à succion d'Arras, si vous allez Mouflaine à cette époque-là, et également d'Orléans pendant 3 mois sous la coupe de l'ACTA. Donc je suis arrivé à l'ITB sous la direction d'un responsable qui était monsieur Bernard Dutilleul dans le Nord-Pas-de-Calais, où je l'ai secondé avec d'autres collègues, René Chivet notamment, pendant quelques années. J'ai été muté dans l'Oise le 1er octobre 1986. Donc depuis cette date-là, j'ai le plaisir de travailler pour vous, pour la filière, sur ce département de l'Oise. Et on a rattaché le Val d'Oise à l'Oise le 1er septembre 1998. Donc j'ai eu effectivement le plaisir de travailler avec beaucoup d'entre vous. Et je n'ai pas je ne connais pas tout le monde non plus, bien évidemment. J'ai essayé de répondre aux sollicitations. J'ai essayé de vous aider. J'ai essayé de répondre à vos questions. Et tant mieux si j'y suis arrivé. Je dirais que je ne suis pas d'un milieu agricole, mais j'ai toujours voulu être dans ce milieu-là. Je suis dans ce milieu, j'y suis bien et j'ai toujours été très bien accueilli
et j'ai même reçu, il y a quelques années, par mon ancien président, M. Luc Desmazures, une médaille de mérite agricole qui, pour quelqu'un n'étant pas du milieu, est quand même une belle reconnaissance. Alors, bien sûr, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez accordé, de l'accueil des mots que vous avez eus à mon égard. J'ai essayé de répondre au mieux à ma mission. J'ai été un représentant de l'ITB, bien sûr, et on m'a confié une mission et j'ai essayé d'y répondre au mieux que je ne pouvais, en tout cas. En tout cas, merci. Je ne suis pas encore complètement parti et ça ne saurait tarder. La date n'est pas encore définitivement fixée et arrêtée, mais je pense que je ne verrai pas les semis 2021 en tant que responsable de l'ITB au niveau de l'Oise, en tout cas. Ce n'est pas à moi d'évoquer l'évolution de la délégation. La délégation va évoluer. L'Oise et le Val d'Oise sera certainement scindé en deux et rattaché à d'autres régions. Mais bon, je pense que ça c'est peut-être à monsieur Lodina ou monsieur Lodina ou à Ghislain d'évoquer ce sujet-là. En tout cas, messieurs, dames, je vous remercie et je vous dis au revoir. Merci Philippe, merci Monsieur Philippe, comme le disent les gens dans le questionnaire. Merci à toi. Vincent, je vous laisse la parole pour terminer. Et si on était en public, vous auriez été applaudi. Donc, je pense que toute l'audience vous applaudit et je vous remercie. Au revoir, merci beaucoup.